Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, la tempête Ula balaie la Bretagne, arbres couchés sur les voies et sur les routes, vols annulés, ponts fermés, les déplacements sont difficiles ce vendredi soir. La pêche va mal, le mauvais temps empêche les professionnels de sortir en mer, ils demandent un coup de pouce de l'État. Et puis une initiative originale, donner une seconde vie au maillot de sport, une société lorientaise en fait des sacs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi 14 février 2014. La tempête Ula balaie en ce moment notre région. Le sémaphore de la pointe du Cap de la Chèvre à Crozon a enregistré une pointe de vent à 100 nœuds, soit 185 km/h. C'était peu après 14 heures cet après-midi. Image impressionnante aussi du Conquet cet après-midi sur le littoral. Attention à la forte houle, le département est en vigilance orange pour les risques de submersion marine. Les liaisons vers les îles sont interrompues. Perturbations aussi sur le trafic aérien. Les vols vers le Finistère ont été annulés ou déroutés vers Nantes sur les aéroports de Brest et de Quimper. Et puis les pompiers du Finistère sont intervenus à plus de 300 reprises cet après-midi, notamment pour des arbres tombés sur les fils électriques. À 17h, 10 000 foyers finistériens étaient privés d'électricité. Perturbations aussi sur le trafic routier, notamment sur la RN12 à la hauteur de Saint-Égonec et Sainte-Sève entre Brest et Morlaix. À l'entrée de Brest, le pont de l'Iroise est fermé à la circulation et ce depuis 16h en raison du vent fort. Et puis sur la ligne Landerneau-Quimper, la circulation des trains est interrompue jusqu'à ce samedi midi. Enfin, la circulation entre Poirette-Trégor et Morlaix a un temps été perturbée, notamment pour des arbres couchés sur les caténaires. Avec ces tempêtes à répétition, les pêcheurs restent à quai et ce vendredi, une réunion s'est tenue à Lorient. La profession s'organise pour trouver des appuis auprès des collectivités et des pouvoirs publics. Reportage de Céline Lestrade de TB Sud. Voilà près de 3 mois que certains n'ont pas mis un pied en mer. Les intempéries de ces dernières semaines clouent les pêcheurs à quai. Pour un chalutier côtier standard, le manque à gagner s'élève à 3 000 € par jour. À défaut de pouvoir reprendre la mer, ils attendent une aide de l'État. Non, on n'est pas indemnisé et le bateau aussi ne gagne pas de sous. Si le bateau ne gagne pas de sous, les marins ne gagnent pas de sous. Alors, c'est surtout les petits bateaux, quoi. Les petits bateaux qui font la journée. Ceux-là, depuis 2 mois au moins, ils ont dû sortir 7 jours. Ceux-là, ils crèvent de faim. C'est qu'à le dire. Les pêcheurs ne sont pas les seuls touchés. La filière aval souffre également. Marailleurs, poissonniers et techniciens attendent du travail. Tous patientent en attendant les aides de Minimis qui devraient être sollicitées. Une aide à hauteur de 30 000 € sur 3 ans. Il est urgent de mettre et que l'Europe donne des possibilités de mettre en place des outils qui permettent justement rapidement et dès demain qui permettent d'avoir des moyens de subsister aux entreprises. Donc il est important que le ministre et entre autres le gouvernement entendent et écoutent le cri d'alerte et le cri, je dirais, de désarroi de la profession et de la pêche pour mettre en œuvre des outils rapides, comme des outils comme les aides de minimis, comme du report de charges qui ont d'ailleurs, le ministre l'a annoncé hier, le met en œuvre. Olivier Lenezet a répertorié les attentes et problématiques des pêcheurs. Elles seront remontées au gouvernement grâce à une réunion prévue avec Frédéric Cuvillier, ministre de la Mer, lundi à Carhaix. Réunion donc prévue par les 4 comités régionaux des pêches, donc comme l'a dit Céline à l'instant, à Carhaix. La tempête Ula a apporté de fortes précipitations, 20 à 30 mm dans ces dernières heures. Dans ces conditions, pas facile de canaliser toutes les eaux, y compris les eaux usées. Certaines stations d'épuration débordent. Le point avec Sophie Lecroisier. 181 stations d'épuration dans le département, 13 ans de moyenne d'âge. Le Finistère est doté d'installations d'assainissement plutôt récentes et performantes. Cependant, partant de fortes pluviométries et de tempêtes, de nombreux dysfonctionnements apparaissent sur les réseaux, entraînant bien souvent le rejet d'eau usée dans les rivières. La saturation des sols, la saturation des nappes fait qu'il y a introduction de débits supplémentaires dans des réseaux normalement qui ne sont pas faits pour les traiter, et d'autres, mais comme aussi les rivières ont un débit très important, donc l'impact sanitaire n'est pas significatif à l'heure actuelle.
La loi cadre sur l'eau qui renforce les normes, couplée à l'évolution des besoins en traitement des eaux usées et à certaines structures d'assainissement vieillissantes, ramènent à une réalité. On a relevé, en accord avec le Conseil général et l'Agence de l'eau, qui est la partie financière aussi des collectivités dans ce domaine-là, une liste d'une dizaine de stations qu'on observe avec attention, où on demande aux collectivités locales de déposer le plus rapidement possible un dossier de réflexion pour moderniser les stations. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne cible clairement ces collectivités comme prioritaires. Des projets sont déjà en cours dans ces communes. Pour le Conseil général, il est primordial de réfléchir à une politique de l'eau novatrice et durable. Maintenant, ce qu'il faut retirer de cet épisode-là, c'est que c'est arrivé une fois. Il faut qu'on soit responsable par rapport aux décisions qu'on va prendre demain, parce que ce genre de choses pourrait se reproduire. Ça ramène quand même malgré tout à la question de à quel niveau aujourd'hui on porte les questions de politique de l'eau. Il est important aujourd'hui de regarder si c'est pas un niveau de regroupement de communes que tout ça doit s'aborder, parce que ce sont des investissements très lourds. Le nouveau schéma finistérien d'assainissement prévoit l'amélioration du fonctionnement des réseaux d'épuration sur 6 ans. Vaste chantier, car plus de la moitié des structures finistériennes sont prioritaires. Et on vient de parler des cours d'eau finistériens. La Laït a une nouvelle fois débordé. Ce vendredi, les fortes pluies ont provoqué donc des inondations à répétition dans le Finistère. Le département des Côtes-d'Armor, lui, a été un peu moins sinistré. La configuration géographique est bien sûr différente, mais il y a des barrages qui permettent de réguler le cours de l'eau. Exemple avec ce reportage d'Anne Burlot. Ces derniers temps, les ruisseaux ont souvent des allures d'étang. En Côtes-d'Armor, les nappes phréatiques sont saturées, mais le département est plus épargné par les inondations que ses voisins. Et c'est en partie grâce à ces 4 gros barrages qui, en période de crue, jouent un rôle de tampon. Au barrage de l'Arguenon, le deuxième site de Bretagne en termes de capacité, le personnel est sur le pont. En exploitation normale, un barrage en hiver n'est jamais rempli complètement. On a toujours un creux disponible, c'est-à-dire un volume disponible au cas où une crue surviendrait. Actuellement, la région de Planquette connaît des dépressions exceptionnelles, ce qui oblige à faire des lâchers d'eau importants, de l'ordre de 30 mètres cubes contre 5 à 10 en temps normal. Dernièrement, jusqu'à 60 mètres cubes ont été relâchés dans l'Arguenon. Résultat, les habitations situées au bord des quais de Planquette ont été inondées. Mais sans barrage, ça aurait pu être bien pire. Planquette n'aurait pas été inondé pendant 48 heures comme il l'a été, un peu plus de 48 heures. Il aurait été inondé entre 4 et 5 fois en une semaine, avec des débits de 60 mètres cubes par seconde à chaque fois. Et donc les dégâts auraient été 10 fois pires, enfin bien pire. Et on aurait eu donc ces inondations répétitives s'il n'y avait pas eu les barrages. Si les vannes ont été autant ouvertes, c'est parce que la sécurité du barrage en dépendait. Dès que la cote d'eau atteint une certaine valeur, pour des problèmes de sécurité, on ne peut pas dépasser cette hauteur d'eau dans le barrage. Au maximum, le barrage relâchera le débit qui rentre dans le barrage pendant la crue, mais le barrage ne peut pas être un facteur aggravant. Il y a 60 ans, un barrage a lâché dans le Var et a entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes. Mais heureusement, les accidents sont rarissimes. Allez, on quitte les cours d'eau et les intempéries pour une initiative originale. Si vous donniez une seconde vie à votre maillot de sport préféré, c'est le pari lancé par One Bag, One Match, inspiré du concept déjà de fabrication de sacs avec des voiles usagées. Une jeune entreprise basée à Lorient a trouvé son public et propose sacs et accessoires aux couleurs de votre club favori. Reportage Germain Lutz de TB Sud. Après le recyclage de voiles de bateau en sacs et accessoires, ce sont les maillots de sport qui se transforment également sur la base de sous-marins. Affiliée à 727 Sailbags, la nouvelle entreprise One Bag, One Match reprend un concept au succès grandissant. L'idée, elle est venue d'une discussion avec Erwan, qui est l'un des créateurs de 727 Sailbags, et qui a imaginé décliner ou remplacer la matière première par du maillot, et en y réfléchissant et en discutant avec lui, moi qui suis un grand passionné de sport, j'ai trouvé ça génial. Donc on a lancé le projet. Le gars voulait que la sangle passe en dessous du 10, mais qu'on voit aussi le roro. Maillot de foot, de rugby ou de cyclisme, maillot de grands joueurs ou d'amateurs, toutes les combinaisons sont possibles selon les goûts. Les couturières et designers de l'entreprise renforcent, découpent et mettent ensuite en valeur le maillot, une manche, un col ou un emblème, des détails qui rappellent les sports sur les sacs, cabas ou pochettes.
Il vise les supporters acharnés comme les passionnés de mode en recherche d'authenticité. Cette personne-là, donc cette personne sensible au Made in France, au recyclage, au design du produit, va plutôt être attachée à récupérer un maillot très neutre, mais dans lequel on a valorisé le col, la manche, les couleurs du maillot. Et l'histoire est aussi assez sympathique d'aller raconter qu'on a récupéré le maillot de Pontivy, du petit club de rugby, du petit village du coin, porté par un certain Christophe qui est boulanger. C'est aussi le type d'histoire qu'on raconte. La marque veut faire rimer recyclage et luxe, chaque sac est unique et présente un badge de provenance du maillot, un caractère qui a un coût compté 150 à 300 € selon les modèles. Voilà un attirail indispensable pour partir en week-end. Je vous le souhaite très bon le week-end. Et je vous retrouve lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et bon week-end.